Salam alaikum, c'est le professeur Jawad Sarghini du département de langue et de littérature française. C'est la troisième conférence, toujours à propos de cette question de l'interculturel. Après avoir abordé le concept de l'interculturel dans son rapport avec la culture et également le concept du multiculturel, et nous avons vu la différence entre l'interculturel et le multiculturel. Nous avons par la suite évoqué la question et le concept de l'identité dans son rapport avec l'altérité. Et nous avons précisé que l'identité n'a de sens sans la présence de l'altérité, bien entendu. Et nous avons évoqué le fait que l'identité s'inscrit dans le cadre, elle est à l'épreuve de l'altérité. Et que l'altérité, on peut bien sûr la concevoir comme une altérité méthodologique. Parfois, il s'agit d'une altérité, bien sûr, stratégique. Lors de cette troisième conférence, j'ai choisi de vous parler du concept ou bien de la notion du dialogue interculturel. Depuis pas mal de temps, on parle énormément de cette question du dialogue entre les cultures, entre les civilisations, et de la nécessité d'ouvrir un dialogue entre les cultures, entre les civilisations. Donc nous allons voir quels sont les fondements du dialogue interculturel, quelles sont les conditions pour la réussite d'un dialogue entre les cultures. Et ça ne touche pas que le dialogue interculturel, mais également le dialogue interreligieux. Dans le nouveau contexte de la diversité culturelle et identitaire qui émane de la migration, du déplacement des peuples, la société s'est vue refaçonnée. Il y a une modification, bien sûr, de la société de par le monde. Le modèle d'une société unifiée culturellement a tendance à se désagréger et de devenir de plus en plus un fait singulier. L'explosion des identités culturelles ainsi que l'affirmation des différences ont fait que les États contemporains sont caractérisés par la pluralité identitaire des populations qui les forment, ce qui oblige ces États à prendre en considération cette diversité dans leur politique de gouvernance. C'est ainsi que là je vais un petit peu rappeler un contexte historique. Lors de la conférence de la sécurité de Munich en 2011, le Premier ministre britannique, avant le Brexit, c'est-à-dire avant que le Royaume-Uni ne fait plus partie, bien sûr, de l'Europe, David Cameron, dans un discours qu'il avait prononcé à la conférence de Munich sur la sécurité en 2011, il avait estimé ceci, je cite tel qu'il est, puis par la suite je vais traduire. Under the doctrine of state multiculturalism, we have encouraged different cultures to live separate lives, apart from each other and apart from the mainstream. We failed to provide a vision of society to which they feel they want to belong. We've even tolerated desegregated community behaving in ways that run completely counter to our value. Je traduis. Le multiculturalisme a conduit à ce que des communautés vivent isolées les unes des autres. Ces sociétés particulières ne se développent pas selon nos valeurs. Nous ne leur avons pas donné une vision de ce qu'est notre société. Avec la doctrine du multiculturalisme d'État, nous avons encouragé différentes cultures à vivre séparées les unes des autres. Donc vous voyez, comme j'avais dit durant la deuxième conférence, que le multiculturel
eh bien, son principe, c'est celui de la politique de reconnaissance. Plusieurs cultures qui coexistent sur le même espace et il n'y a pas forcément une obligation qu'entre ces cultures, qu'il y ait un échange ou un partage. Et vous voyez que là, nous avons un responsable politique, c'est le Premier ministre, qui déclare que le multiculturalisme, dans sa vision britannique, eh bien, il a échoué. Donc nous avons ici le politique qui reconnaît la déficience, bien sûr, de cette doctrine multiculturelle, bien sûr, selon leur vision à eux. Parce que, eh ben, de cette vision multiculturelle, les sociétés, eh ben, ils vivent séparés les unes des autres. Et comme j'avais mentionné la dernière fois, durant la deuxième conférence, c'est que nous n'avons pas une notion d'unité. Par la suite, ces mêmes propos, ils seront corroborés par un autre responsable. C'est la chancelière Angela Merkel en Allemagne, qui elle aussi, elle va noter la même chose. Il est à noter que la déclaration de Cameron survient après celle de la chancelière allemande Angela Merkel, qui avait déclaré en novembre 2010 que le multiculturalisme était un échec et que l'Allemagne n'avait pas assez fait pour intégrer ses émigrés. Je cite, voilà ce qu'elle dit. « Depuis des années, des décennies, l'approche était que l'intégration n'était pas quelque chose qu'il fallait promouvoir, que les gens vivraient les uns à côté des autres. Cela s'est avéré faux. » Donc encore, nous avons ici un responsable politique qui, bien sûr, critique cette vision multiculturelle. De plus en plus, les sociétés se referment sur elles-mêmes en ce siècle. Le prétendu dialogue des civilisations et des religions est devenu un mirage, voire une illusion, qui se moque d'une humanité de plus en plus hostile à toute tentative de rapprochement. Et là, je vous donne un exemple. Là, c'est juste pour comprendre le contexte. C'est-à-dire, nous avons dit la question à laquelle nous allons essayer de répondre durant cette conférence. Est-ce que le dialogue interculturel, c'est une nécessité, c'est un besoin, ou bien il s'agit uniquement d'un effet de mode? Nous allons voir que, et là j'anticipe dès maintenant, que c'est une nécessité. On a besoin du dialogue interculturel, malgré tout ce qui se passe bien sûr dans le monde, malgré les changements politiques qui se passent à travers le monde, on reste confiant, on reste bien sûr attaché à ce concept de quoi? De partage, de dialogue entre les cultures, d'acceptation des différences, de dépassement de différences, de légitimation de différences, bien sûr, dans le cadre d'une vision qui met l'homme au centre de tout intérêt. Donc c'est ça la vision. La vision de ce cours, à savoir l'introduction de l'interculturel, c'est une vision humaniste. C'est une vision qui conçoit les cultures sur le même pied d'égalité. Même si une culture, elle n'est pas assez développée, elle n'a pas atteint un degré de technicité, pour nous, ce n'est pas vraiment une tare pour telle ou telle culture. Pour nous, elle vaut ce qu'elle vaut. Une culture vaut ce qu'elle vaut. Une culture, elle a participé à ce patrimoine humain universel, bien sûr. Et ce patrimoine humain universel, eh bien, il n'est pas la propriété d'une seule culture, d'une seule civilisation. Toutes les civilisations, toutes les cultures y ont participé. Ils ont donné quelque chose. Et nous, en tant que légataires, bien sûr, de cet héritage, on a le droit de respecter, bien sûr, ce que les autres nous ont légué par la suite. Bien sûr, ça se discute. Hein, ce legs-là, ça se discute. Ça peut faire l'objet d'études, de recherches. Ça, nous sommes tout à fait d'accord, bien sûr. Durant les années 90, ce que nous avons remarqué en Europe, c'est qu'il y a la montée, bien sûr, de l'extrême droite, partout en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, bien sûr, les derniers scrutins, ils ont confirmé cette tendance de la montée de la droite. Et je vous donne des chiffres. Et là, je me réfère à des sondages, bien sûr, des années 90. Vous avez, par exemple, en France, c'était 18%, 18%, en Hongrie, 14,8%, à la Norvège 22,9%, la Belgique 17,1%, les Pays-Bas 17%. Donc tous ces chiffres-là nous signalent, ce sont des chiffres éloquents, qui d'une part renseignent sur les mutations qu'est en train de connaître l'Europe et le monde en général, et qui d'autre part nous interpellent vivement, nous, en tant que résidents de la rive sud de la Méditerranée,
en tant que simple citoyen et en tant que penseur et intellectuel. Ce XXIe siècle, si vous vous rappelez, avait débuté par une prétendue thèse de quoi? De choc des civilisations, par une pseudo-rage que cultivent certaines religions mises à l'index, par des massacres de minorités qui revendiquent leur droit légitime à parler leur langue. Le temps avait été donné. Le dialogue interculturel, est loin de n'être une réalité qu'une utopie. Car lorsque le dialogue interculturel est évoqué, cela signale que la voie politique a échoué. Ça, ce sont les propos de Todorov. Le dialogue interculturel se laisse appréhender avec tout autant de difficultés. Il n'est pas aisé. Ça se travaille, bien sûr. Il nécessite des compétences. Ce n'est pas un objet construit, ce n'est pas du prêt-à-porter, bien sûr. Donc ça demande tout un travail pour atteindre les objectifs escomptés du dialogue interculturel. L'enchevêtrement du social, du politique et du culturel rendent ce genre de dialogue un exercice périlleux. Donc ça demande vraiment un investissement. Le terrain doit être préparé pour la réussite du dialogue interculturel. La mondialisation donne au dialogue des cultures un tour très médiatique au point que l'on peut se demander, et c'est ça la question à laquelle nous allons essayer de répondre, et on va y répondre vers la fin de cette conférence, si l'on ne fait pas face à un phénomène de mode plutôt qu'une nécessité. Pour simplifier, je dirais, est-ce que le dialogue interculturel est une nécessité absolue ou bien c'est juste un phénomène de mode? Bien sûr, c'est une nécessité, c'est un besoin. Pour appuyer mes propos, je citerai un exemple qui me paraît assez représentatif de ce que je suis en train de partager avec vous. Je donnerai l'exemple d'un chercheur, Bernard Lewis. C'est un éminent professeur et qui est connu pour être un spécialiste, bien sûr, du monde musulman. Dans un de ses articles qui s'appelle « The Roots of Muslim Rage », les racines de la colère musulmane, à un moment donné, il va affirmer ceci. Je vais les citer, bien sûr, tel qu'il a été mentionné par son auteur. Ainsi, il avait déclaré « At times, this hatred goes beyond hostility to specific interest our action or policy or event country and become a rejection of Western civilization. As such, not only what it does, but what is it, and the principle and value that is practiced and professed. » Vous allez remarquer que, à travers cet article, les racines de la colère musulmane, que je vous invite à lire, bien sûr il est en anglais, mais si vous avez la possibilité de le lire dans une version française, c'est assez intéressant. Nous allons voir que la pensée de Bernard Lewis, c'est une pensée, à mon sens, un peu essentialiste, qui réduit les musulmans à une culture figée. Et nous avons une vision de confrontation entre civilisations qui est à la base de cette pensée de Bernard Lewis. Si vous permettez, je vais traduire le passage que j'avais cité en anglais. Il dit « Cette haine de la haine va au-delà de l'hostilité à certains intérêts ou actions spécifiques ou même à des pays donnés, mais devient un rejet de la civilisation occidentale comme telle, non pas seulement pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est et les principes et les valeurs qu'elle pratique et qu'elle professe. » Mais réellement, comme réponse, bien sûr, il faut comprendre que le regretté Edward Said avait déjà répondu à cette thèse dans un article très très intéressant qui s'intitule « Le choc de l'ignorance ». C'est-à-dire, il y a ceux qui disent « le choc des civilisations », et Edward Said avait dit que pas du tout, il n'y a pas un choc des civilisations, mais il y a un choc au niveau de quoi? De
l'ignorance. On ignore l'autre. Nous avons de fausses représentations, bien sûr, sur l'autre. C'est ce qui fait que lorsque on veut saisir l'autre, il n'y a pas que, comme j'avais dit la dernière fois, si vous vous rappelez, il n'y a pas que de l'objectivité. Il y a une grande part de subjectivité, bien sûr. Et c'est ça le mérite de cet article d'Edward Said, à savoir qu'il revient sur ses propos et pour lui, c'est vraiment un choc de quoi? De l'ignorance. Il faut comprendre qu'on ne rejette pas totalement une civilisation. On ne peut pas rejeter totalement une civilisation. C'est totalement faux. Et systématiquement, comme ça, rejeter des civilisations, pas du tout. Ce n'est pas une vision qui favorise le dialogue interculturel. Car le fait de rejeter une civilisation, c'est à l'opposé, bien sûr, du dialogue interculturel et même, je vais dire, du dialogue interreligieux. Par la suite, la question pratique, c'est qu'est-ce qu'on entend par le dialogue interculturel? C'est ça la question, assez simple. Hiwar al-Thaqafat, qu'est-ce que c'est? L'analyse lexicale du substantif dialogue nous révèle qu'il se compose de dia, ce qui traverse, et logos, la parole. Autrement dit, le dialogue est une parole qui traverse. Je répète, le dialogue, c'est une parole qui traverse, bien sûr. Et vous devez comprendre, chers étudiants, que le vrai sens du dialogue, c'est être traversé par la parole de l'autre. C'est lorsque la parole de l'autre vous traverse, bien sûr. Et quand la parole de l'autre traverse, il est tout à fait logique qu'elle laisse une trace de son passage. Elle ne peut pas nous traverser sans laisser une trace. Même infime, en tout cas, ça va laisser une trace. Et un peu de poésie ne fera pas de mal. Et comme dit le poète espagnol Anton Machado, il dit « Voyageur, il n'y a pas de chemin. Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas. Le chemin se fait en marchant, le chemin se fait en marchant. Mais notre affaire est de passer en traçant des chemins sur la mer. Tout passe et tout demeure. Et notre affaire est de passer en laissant des chemins sur la mer. Donc, juste pour un petit peu revenir sur cette question que tout passe et tout demeure, que lorsque la parole de l'autre nous traverse, c'est sûr et certain qu'elle va laisser une trace. Et à nous de chercher quelle est cette trace, bien sûr. Ce qui traverse laisse, bien entendu, une trace. Ce qui traverse, parfois, ça doit être une parole. Mais une parole comment? Raisonnée. Une parole agissante. Une parole qui pénètre. Actuellement, le dialogue des cultures est devenu légitime. C'est tout à fait légitime. On ne peut pas vraiment discuter de l'intérêt de... parce que ça devient légitime, ça devient urgent. Au sein d'un climat de crispation, au sein d'un climat de repli identitaire, au sein d'un climat de méfiance, au sein d'un climat de suspicion, au sein d'un climat qui criminalise l'autre, qui voit l'autre en tant qu'étranger, en tant que source des maux, bien sûr. Donc, le dialogue interculturel devient vraiment légitime. Agissons comme un outil de rapprochement. Le dialogue interculturel implique une double condition. D'abord, reconnaître l'altérité de l'autre et son droit à la différence. Et ensuite, se donner un cadre commun dans lequel un échange gagnant-gagnant peut s'instaurer entre les différentes entités réunies au sein d'un même territoire. Sur le plan de la pratique, il faut comprendre que les choses ne sont pas si aisées. Les choses sont un petit peu difficiles. Hein, parce que vous allez me dire, monsieur, c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est assez agréable. On adhère à cette option. Mais l'actualité contredit ce qu'on est en train de dire. Parce que sur le terrain, c'est un petit peu difficile. Ça doit se travailler. C'est pourquoi nous allons insister sur le fait de l'intérêt
d'enseigner l'interculturel, de doter les apprenants d'une compétence ou de compétences interculturelles qui vont permettre par la suite d'avoir des citoyens qui peuvent relancer un dialogue interculturel constructif, bien sûr. Sur le plan de la pratique, les choses sont difficiles, car la réalité historique prend souvent le dessus. Le lourd passé colonial qui lie les deux rives de l'espace méditerranéen demeure souvent imposant. C'est que le dialogue n'est pas un objet construit et requiert de la sorte un travail important. Et à mon sens, l'immense chantier du dialogue interculturel demeure celui du travail sur les représentations, qui sont de loin marquées par une méconnaissance mutuelle des cultures appelées à cohabiter, à coopérer, à confondre leur mise au sens de Lévi-Strauss afin d'échafauder un projet civilisationnel qui met l'homme au centre des préoccupations, au centre de tout intérêt, bien sûr. Dans ce sens, les intellectuels, les penseurs sont conscients de cet état de fait. Et ils sont conscients que le dialogue des cultures, le dialogue des religions, en ce XXIe siècle, et même avant, à toute époque, se laisse appréhender avec autant de difficultés. D'où la tentative des définitions et de redéfinitions sur la base d'un sens constamment critique de ce concept selon les réalités politiques, socio-économiques et culturelles relatives à chaque société. Il est vrai que l'interculturel a toujours existé. Ceci est une réalité que n'importe quel examen des faits peut bien sûr montrer. Il n'est pas de culture qui soit restée étanche et homogène. Ça, nous sommes d'accord. Au cours des siècles, certes, les changements se sont souvent effectués au gré de contraintes, de ruptures, voire de conflits, et c'est cette transformation interne que les intellectuels, hommes et femmes, s'activent à en percer et à en élucider les mécanismes afin de donner à ce concept du dialogue plus de chances pour réussir au sein de sociétés de plus en plus refermées sur elles-mêmes. Sur le plan de la pratique, bien sûr, j'ai dit que c'est assez difficile. Dans ce cas, est-ce que le dialogue interculturel, c'est une utopie, ou bien c'est une réalité, ou bien c'est les deux à la fois? Donc, je répète ma question. Est-ce que, à travers tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on va concevoir le dialogue interculturel comme étant une utopie, ou bien c'est une réalité, ou bien il y a une part d'utopie, d'idéal, et il y a quand même une part de quoi? Du concret, du tangible, du palpable, bien sûr. Il faut comprendre que l'interculturel ne peut faire abstraction de ce que j'appellerais des résistances immunitaires que développe chaque culture et affiche ostensiblement au contact d'autres cultures. L'interculturel ne se fait jamais sans conflit. Je répète encore une fois que l'interculturel ne se fait jamais sans conflit. C'est pourquoi Camilleri dit qu'il faut réduire au minimum les effets fâcheux de quoi? De la rencontre. Il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des conflits, mais il faut voir cette démarche interculturelle qui va nous permettre, bien sûr, par la suite, de dépasser ces frictions. C'est pourquoi je dis que l'interculturel ne se fait jamais sans conflit. Et c'est une illusion de croire que l'interculturel, bien sûr, à lui seul, peut résoudre tous les maux, bien sûr, et toutes les crises que connaît le monde. Ça, c'est, à mon sens, ce n'est pas une vision assez pratique, bien sûr. La réussite du dialogue interculturel émane de sa généralisation, afin qu'il puisse faire partie du vécu du citoyen. Ça doit être une affaire du quotidien.
Il ne faut pas cloisonner le dialogue interculturel et même le dialogue interreligieux dans un cadre élitiste, c'est-à-dire une affaire qui concerne uniquement les penseurs et les intellectuels. C'est vrai, il faut qu'il y ait des canaux, bien sûr, assez officiels, que les chercheurs, les penseurs, et ils le font constamment. Mais ça ne doit pas se fermer dans un cadre élitiste. Ça doit descendre, bien sûr. Et ça touche le vécu du simple citoyen, vous et moi, bien sûr. Au contraire, le porteur de culture est appelé à se doter des compétences qui lui permettent de réussir le dialogue interculturel au quotidien, s'il est appelé à entrer en dialogue avec l'autre. Et parmi ces compétences qu'il faudrait travailler, à mon sens, c'est celle de la communication interculturelle. Bien sûr, qu'est-ce qu'on entend par la communication interculturelle? Il y a plusieurs définitions. Je vais citer la plus simple, la plus connue. C'est une communication qui se passe entre deux individus qui appartiennent à deux cultures différentes. Mais vous allez voir que finalement, la communication interculturelle, c'est tout simplement la communication tout court. Tout ce qui s'applique à la communication tout court, eh bien, ça s'applique bien sûr à la communication interculturelle. Et qu'est-ce qu'on entend par communication? Là aussi, énormément de définitions, énormément d'approches qui ont été bien sûr consacrées à la communication. Mais je dirais, selon ma vision personnelle, que la communication, ce n'est pas le fait de maîtriser une langue, que la communication, elle dépasse cette vision. La communication, c'est le fait d'être conscient de l'effet qu'on veut produire chez l'autre. La communication, c'est plus ou moins être conscient de tout ce qui peut véhiculer notre présence à l'autre. La communication, réellement, c'est un système dynamique qui englobe plusieurs composantes. C'est un savoir, c'est un savoir-faire et c'est un savoir-être, c'est un comportement. La communication également, c'est se connaître. Pourquoi se connaître? Pour que je puisse bien sûr interagir avec l'autre. C'est se connaître pour changer, afin de se mettre en valeur. C'est ça le vrai sens, bien sûr, de la communication. Du coup, l'apprenant, le porteur de culture, bien sûr, doit avoir ce genre de compétence, et surtout cette compétence de la communication, qui, à travers elle, nous allons avoir plus de chances de réussir la communication interculturelle. Je m'arrête là au niveau de cette troisième conférence. Je vous remercie et nous aurons par la suite, Inch'Allah, d'autres propos à partager. Je vous remercie et à la prochaine. Allah yawfiq.